Je vais aller chercher du texte sur Wikipédia et je vais le transférer, vous allez faire ça aussi, le transférer dans le document par copier-coller. Donc je ne vais pas faire la chose compliquée qui consiste à importer le texte d'un document Word, faire passer de Wikipédia vers Word et puis de Word vers InDesign. C'est intéressant, ça a de l'intérêt, mais gardons les choses simples ici. Donc je vais faire un petit tour sur Wikipédia, je suis allé chercher la page sur cette bestiole immonde et je vais sélectionner du texte. Alors, peut-être zoomer un peu en arrière ici dans la page web avec commande moins, puis sélectionner. Alors, suivant le navigateur que vous utilisez, ça va donner des résultats un peu différents. Parfois, vous aurez des doubles espaces ou des simples espaces, doubles retours de paragraphe ou simples retours de paragraphe. Là, je suis dans Firefox, mais si vous faites ça au départ de Safari, ça marchera aussi. Mais il n'est pas sûr que le résultat sera tip-top le même. Donc, je commence ici par le curseur texte ici, et je vais aller sélectionner, et je descends. Ah, j'aurais peut-être dû remonter le bas de la page pour pouvoir scroller plus vite. Voilà. OK. Alors, il y a des images qui sont prises dedans, mais c'est pas grave, elles vont pas être collées finalement. OK, je fais un copier. Je vais dans InDesign. Je vais ici sur mon bloc texte. Commande A pour tout sélectionner. Commande V pour coller. Et voilà, c'est le texte de Wikipédia. Donc sur Wikipédia, vous prenez quand même pas mal de textes, une dizaine de paragraphes quand même. Voilà. Alors ta question n'est pas inintéressante, tu voudrais mettre le texte sur les deux pages, 18 et 19, voire même les suivantes, d'un coup. Et en fait ici, il n'y a pas de chaînage. Il n'y a pas de chaînage, alors regardez bien, open your eyes, ouvre tes ouilles. Quand je sélectionne avec la flèche noire le premier bloc, on voit qu'il y a du texte en excès. Et donc, il est complètement indépendant du bloc de droite, le bloc de gauche. Mais ce que je vais faire ici, c'est les chaîner. D'abord, je vais peut-être... regardez bien, vous allez le faire après, et vider tout. Je prends l'outil texte, je fais commande A, touche suppression. Le bloc texte est toujours là, mais il est vide. Je fais ici, même chose, je mets le curseur là, commande A, supprimer. Même chose ici, commande A, supprimer. OK. Les trois blocs texte ont été vidés, vous voyez. Maintenant, je vais les chaîner. Je vais dire que quand le texte arrive au bout du bloc ici, il doit couler dans le bloc suivant. Et quand il sera au bout du bloc ici, il doit couler dans ce bloc-là. Ça se fait de manière très simple. Avec la flèche noire, je clique sur la porte de sortie du bloc. Puis je vais survoler le bloc d'à côté. Et je clique, de préférence pas sur un bord de bloc ou sur un repère, mais vraiment là où il y a la chaîne. Voilà. Il y a normalement une ligne qui apparaît qui indique qu'il y a un chaînage. Je fais la même chose ici pour le bloc. Je clique, je vais sur la page de droite, je clique sur le bloc, ça fait un chaînage, voilà. Alors si vous ne voyez pas les chaînages, c'est peut-être parce que vous êtes en aperçu ou qu'ils ne sont pas affichés. Dans le menu affichage extra, il faut demander de voir les chaînages de texte. Show text threads. Évidemment, vu qu'ils sont affichés chez moi, on les voit, là, les espèces d'élastiques. Ben, ils me proposent de les masquer, mais je ne les masque pas. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, quand je clique dans n'importe lequel de ces trois blocs, le curseur va non pas en haut à gauche de ce bloc, mais il va en haut à gauche du premier bloc. Parmi les trois qui sont chaînés, ça va en haut à gauche du premier bloc, c'est logique. Hein. Et je colle. Et voilà, c'est ce que tu voulais. On a le texte qui arrive dans les trois blocs, ça coule. Bon, il n'y a pas encore assez de place, mais c'est pas grave. Vous avez compris le principe, on peut aussi chaîner un bloc d'une page à l'autre. Je peux aussi chaîner celui-là avec le bloc d'une page suivante. Alors voilà, on va maintenant supprimer les images avec la flèche noire. Vous cliquez sur le réticule, touche suppression. Même chose pour ici, touche suppression. Donc les blocs images restent, hein, mais c'est le contenu des blocs qu'on a supprimé.
Vous allez dans la page Wikipédia, vous faites un commande-clic sur les images, ça devrait créer un nouveau onglet. Dans ce nouvel onglet, vous avez possibilité d'afficher en différentes définitions. Choisissez la plus grande. C'est marqué sous l'image. Je répète, je suis sur la page Wikipédia. Je vais cliquer sur l'image avec la touche commande. Ça crée un nouvel onglet. Là. Sous l'image, j'ai la plus haute définition disponible. Autant prendre ça. Vous voyez ? Et faites ça pour 4 images. Donc. Ou plus. C'est vous qui voyez. Il y en a une qui est en très basse définition. Je ne vais même pas la prendre, celle-là. Je n'aurais pas fait grand-chose avec. Et vous les enregistrez dans le dossier des liens. Dans le dossier des liens que vous avez téléchargé tout à l'heure. C'est pas plus mal qu'ils soient au bon endroit directement. Alors je sais, ce sont des versions JPEG, mais c'est pas grave. Il y a des possibilités de transformer d'un coup tous les JPEG d'un document InDesign en version Photoshop pour pouvoir leur mettre des calques de réglage et les modifier. Donc normalement, j'ai les JPEG qui sont là. 1, 2, 3, 4. Bien. On peut les transférer par copier-coller du navigateur vers InDesign. Mais il n'y a pas de lien, elles sont intégrées au document. Ça alourdit le document InDesign et en plus, vous ne pouvez pas les manipuler par Photoshop. Donc il vaut mieux les envoyer sur le disque dur et les intégrer dans InDesign de la manière habituelle, menu Fichier, Importer, File Place. Donc faites gaffe à ça, même si techniquement le copier-coller marche, il y a des restrictions, il y a des limitations. Alors voilà, on va les importer en faisant dans le document ici InDesign, Fichier Importer, File Place. Vous allez chercher dans le dossier des liens. J'ai classé par date. D'abord, j'utilise un classement par liste. J'en vois beaucoup qui s'amusent avec le Mac à afficher par colonne comme ça. Bonne chance pour la suite de vos études si vous vous amusez comme ça. Pourquoi pas, ça peut marcher, mais c'est quand même vachement mieux d'afficher par liste, qu'on soit sur Mac ou sur Windows. La plupart du temps, ça marchera mieux. Ça me permet d'afficher par liste et de classer par genre de document, par genre, par taille, par date de création. Voilà. Clic majuscule clic, je peux aller les chercher toutes les 4 d'un coup. Oui, si j'avais un classement par nom, j'aurais dû faire clic, commande, 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 pour arriver à sélectionner des choses qui ne sont pas l'une à la suite de l'autre, bien sûr. Hein. Mais ça, c'est de l'informatique basique. Ça fonctionne comme ça dans tous les ordinateurs depuis longtemps. En tout cas, voilà, j'ai 4 images dans le curseur. Avec les flèches au clavier gauche et droite, je peux les passer en revue pour décider laquelle je vais mettre en premier. Moi, tiens, je vais mettre celui-là dans la grande image à côté. Voilà. Ah tiens, il arrive comme ça. En effet, on va voir ce qui se passe. C'est étonnant que ça ne remplisse pas. Et ensuite, je vais mettre celle-là comme je veux. Voilà. Ah tiens. Bizarre. Celle-là est minuscule aussi. On va voir ce qui se passe. Je n'avais pas essayé avant avec ces images-là, donc cool. Ah oui, ce qui se passe, c'est que le bloc au départ contenait déjà une image et puis ça a pris les redimensionnements qui étaient valables pour l'image précédente. Mais c'est pas grave, on va corriger ça. Oui, ça a certainement pris les redimensionnements pour l'image précédente.
Et le positionnement aussi. Donc on va devoir corriger ça. Ben oui, par exemple, ce bloc-ci où l'image est toute petite, si je clique sur le réticule, je vais voir là au-dessus, c'était réglé à 12% d'agrandissement. Donc c'est ça en fait, ça a hérité des réglages qui étaient sur les images qui étaient là avant, mais c'est pas grave, on s'en sort facilement. Regardez ça, une fois que vous avez vos images dans les blocs, je sélectionne ici les blocs, les 3 blocs, avec la touche majuscule, je peux sélectionner celui-là aussi. Vous avez un grand cadre qui indique tout ce qui est sélectionné. Et vous allez demander que les images remplissent le bloc sans changer de proportion. On va pour ça dans le menu Objet, Ajustement, et on demande Remplir le bloc proportionnellement. Et voilà. Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Donc précédemment, j'avais montré que les blocs roses sont pré-réglés pour redimensionner les images, et j'avais montré par ici, je pense. Hein. Ça vous rappelle quelque chose ou c'est ce matin que j'avais montré ça? Enfin bon, peu importe, en tout cas, voilà. Ici, il ne s'agit pas de pré-réglage, il s'agit de demander un réglage sur les images qui sont déjà dans les blocs, et c'est donc Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Alors voilà, on va maintenant repositionner les images dans leur bloc, puisque oui, c'est un cadrage automatique, là. On a demandé à InDesign de remplir l'image, l'image doit remplir le bloc, mais sans changer de proportion. Et là, on a quand même un petit problème. Si je passe en affichage, par exemple, aperçu ici, c'est un peu foireux d'avoir la tête là, tout près du bord. Donc voilà, il faut avec la flèche noire cliquer sur le réticule pour faire apparaître le contenu en brun, là le contenu du bloc. Et puis, avec l'outil de transformation manuelle, vous allez pouvoir agrandir, diminuer, repositionner. Donc je prends une poignée du coin, n'importe laquelle poignée du coin, avec les touches Alt et majuscules. Je clique et je bouge, ça agrandit. Sans les touches Alt et majuscules, je clique et je bouge, ça repositionne. Voilà, même chose pour les autres. C'est beaucoup plus intéressant quand il y a du recadrage. Donc, flèche noire, je répète, regardez ceux qui ont loupé ce qui vient d'être expliqué. Flèche noire, je clique sur le réticule central de l'image que je veux modifier. Le cadre brun de l'image apparaît. Je prends l'outil de transformation manuelle. Poignée du coin, n'importe laquelle des 4. Alt et majuscule, je bouge. J'agrandis, je lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule. Pour repositionner, c'est toujours le même outil, mais sans aucune touche. Je clique et je bouge. Et voilà. Donc je répète encore une fois. Sur cette image-là, je clique sur le réticule central, le cadre brun apparaît. Outil de transformation manuelle, Alt majuscule, j'agrandis. Sans aucune touche, je clique et je bouge. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour faire des cadrages un peu plus esthétiques, faire un truc où on voit plus de détails, quoi. Évidemment, on ne voit plus de la photo en entier, mais à vous de voir. Alors, dans notre texte Wikipédia d'origine, il y avait des espaces entre les paragraphes. On les voit, ils sont là. Quand j'affiche le document en affichage normal, je remarque que les espaces entre les paragraphes sont faits à la manière Baraki, c'est-à-dire en mettant des paragraphes vides entre les paragraphes qui contiennent du texte. Pourquoi c'est la manière Baraki? Parce que c'est vraiment comme ça qu'on fait quand on ne sait pas utiliser le logiciel de mise en page et comptable du texte. On veut faire des espaces entre les paragraphes, on fait des paragraphes vides. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment bien régler les espacements entre les paragraphes. Donc on va faire 2 opérations ici. On va supprimer dans tout le document ou dans ce
dans cet article aussi, on pourrait cibler seulement cet article. Un article, c'est le contenu d'un bloc texte et les blocs qui sont éventuellement chaînés avec lui. Mais on va supprimer les balises, deux balises de fin de paragraphe qui se suivent. Vous voyez, c'est ce qu'on a. On a deux balises de fin de paragraphe qui se suivent, l'une après l'autre. Et on va les remplacer par une seule. Eh bien, allons-y, faisons ça. Menu édition, rechercher, remplacer. Édition, rechercher, remplacer. Alors, on cherche dans quoi? Il faut préciser. Dans le document, vous choisissez document ici. Si vous avez le curseur texte qui était dans l'article, il y a le mot article en plus dedans. Si vous avez en plus fait une sélection sur certains mots, vous avez le mot sélection en plus là-dedans dans la liste. Mais je vais le faire sur tout le document. Ne commencez pas à aller cliquer sur certaines choses ici. Ce serait ennuyeux. Alors il va falloir préciser qu'est-ce qu'on recherche. Vous allez ici utiliser le petit gizmo rechercher une fin de paragraphe, suivi également directement d'une autre fin de paragraphe. Donc vous avez deux fois la balise qui indique ici dans la boîte rechercher ce qu'est une fin de paragraphe. On recherche une double fin de paragraphe. Et on remplace par une fin de paragraphe. Donc voilà ce que vous devez avoir dans le champ rechercher et dans le champ remplacer. On recherche une double fin de paragraphe et on la remplace par une seule. Vous cliquez sur tout changer. Il vous dit qu'il en a trouvé 20. OK. On peut encore cliquer. Il en a trouvé 0, c'est parfait. On clique jusqu'à ce qu'il n'en trouve plus, quoi. Pourquoi est-ce qu'il pourrait en trouver encore? Parce qu'à certains endroits du document, vous avez 3 fins de paragraphe qui se suivent. Donc en faisant agir une première fois le rechercher-remplacer, ça vous réduit le 3 en 2. Puis il faut encore le faire agir pour réduire le 2 en 1. OK, voilà, c'est bon. On enregistre le document. Alors, du coup, vous n'avez plus d'espacement entre les paragraphes. Mais les paragraphes existent toujours. Si j'affiche en mode d'affichage normal, on voit des balises de fin de paragraphe à différents endroits. Ils sont toujours là. Eh bien, on va sélectionner le... On va devoir mettre le curseur, parce que c'est un bloc chaîné, on ne peut pas sélectionner le bloc. On doit mettre le curseur texte n'importe où dans le texte, faire un commande A. Donc, tous les paragraphes se sélectionnent, y compris ceux de la page de droite. Y compris ceux qui ne sont pas visibles là, qui sont en dehors de la zone visible, qui sont en dehors du texte. Parce que le bloc n'est pas assez grand. Enfin, tout c'est sélectionné. Et vous allez dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe, et vous allez mettre un espace après les paragraphes. C'est ici que ça se passe. Donc menu texte en haut de l'écran, palette paragraphe. Vous réglez ici l'espace après. Et par rapport à la méthode Baraki, vous avez ici vraiment possibilité de faire au millième de millimètre. Au millième de millimètre, vous avez la possibilité de régler l'espace entre les paragraphes. Vous allez dire, c'est exagéré. À quoi ça sert de pouvoir régler au millième de millimètre? 3 mm, 254 par exemple. Voilà, touche tabulation, je valide. Voilà. Mais parce que quand vous avez un document très long, si vous modifiez d'un millième de millimètre l'espace entre les paragraphes, ça peut faire modifier le nombre de pages du document. Vous pouvez récupérer une page à la fin du document. Voilà, c'est le genre de choses qui peut être utile. Alors ici, on va appliquer un principe différent de ce qui a été appliqué jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les images, là, elles sont à côté du texte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre une image sur le texte. Elle va recouvrir le texte, mais on va devoir enclencher une option qu'on appelle l'habillage, qui va faire en sorte que tout le texte d'origine va tourner autour de l'image. C'est un habillage. Alors, moi, je vous conseille de faire ça sur un calque à part.
Menu fenêtre calque. Elle était là. Voilà, bien cachée en dessous. On va faire un calque spécial pour les images qui habillent. C'est-à-dire que voilà, je suis en train de travailler sur le calque image et texte. Je vais faire un calque spécial. Je clique. Voilà le calque spécial qui s'est créé, enfin le calque 7 normalement. Je le renomme. On va appeler ça habillage. Voilà. Je verrouille le calque image et texte. Je travaille sur le calque habillage. Sur la page 18, je vais importer une image. Alors regardez, jusqu'à présent, les images, on les a mises dans des blocs qui existaient. Mais bien sûr, on peut créer les blocs au moment où on va chercher l'image. Donc regardez ça, fichier importé. Je vais chercher une des images. Ah tiens, là j'ai peut-être intérêt à passer en affichage par icône pour bien voir les images et essayer de trouver une qui va m'intéresser. Donc je vais en prendre le crocodile, voilà, par exemple. Le voilà, je fais cliquer, glisser, et voilà l'image du crocodile qui arrive. Il n'y avait pas de bloc avant, mais le bloc a été créé au moment où j'ai importé. Alors attention, j'annule là pour vous montrer que si je fais simplement un clic, sans faire un clic et glisser, l'image arrive à la taille qui est pré-réglée dans Photoshop, et dans ce cas-ci, c'est immense. C'est immense, vous voyez, ça c'est l'image. Hein. C'est la largeur de l'image de mon crocodile, qui fait à peu près, par rapport à mon double A4, là, c'est monstrueux. Donc, ne faites pas ça. J'annule ici. Faites un cliquer, glissez, vous enfoncez le bouton à souris, vous gardez enfoncé, vous bougez, vous déterminez la dimension d'image au moment où vous l'importez. Il n'y a pas de raison de prendre l'image. Les pré-réglages de Photoshop ne nous intéressent pas. Quel est le nombre de centimètres de l'image dans Photoshop? Quelle est sa résolution dans Photoshop? Aucune importance. Vous passez outre de ces considérations. On n'a pas eu de problème pour que l'image n'ait pas tombé dans le texte. Ça ne s'est pas mélangé au texte parce que le calque de texte était verrouillé. On travaille vraiment sur un nouveau calque à part qui est au-dessus. Bon, mais maintenant, vous allez prendre la flèche noire. Il n'y a pas de raison que l'image reste avec ces proportions-là. Vous pouvez prendre la flèche noire. D'abord, je clique à côté de tout pour être certain de manipuler le bloc. Je clique sur le bloc, oui, il a bien la couleur cyan, oui, pourquoi pas. Et je vais le faire plutôt vertical, comme ça. Vous le voyez? Plutôt vertical comme ça. Et puis je vais demander que l'image remplisse le bloc. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et puis je peux cliquer sur le réticule central et bouger pour voir la bouche de ma copine là, Odile. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre les images avec les proportions qu'elles ont, vous faites du recadrage avec la flèche noire. Sauvegarder le document. Vous remarquez que je sauvegarde en changeant chaque fois le nom. Comme ça vous avez la progression, c'est bien. Alors le texte est caché par l'image, clairement. Il va falloir enclencher l'habillage sur l'image. Donc attention, il y a un piège. Il faut être absolument certain de travailler sur le bloc. Parce que techniquement, l'habillage peut se mettre sur l'image. Mais par la suite, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Pourquoi est-ce que quand vous cliquez sur le bloc, on ne voit pas les paramètres d'habillage alors que pourtant, il y a un habillage qui agit? Vous aurez oublié que vous l'aurez mis sur le contenu. Donc c'est sur le contenant qu'on va le mettre. Avec la flèche noire, je sélectionne le bloc en cliquant une fois sur lui. C'est bien le contenant, le bloc. C'est sur lui que je vais mettre l'habillage. On va chercher l'habillage, menu fenêtre, habillage de texte. Menu fenêtre, habillage de texte. Et vous allez enclencher la deuxième icône ici. Voilà, vous avez le texte qui est repoussé par l'image.
On va même faire une zone un peu plus grande, une marge d'habillage avec les petits ici. Voilà. On a une deuxième ligne qui apparaît, c'est la marge d'habillage. On n'a pas envie que le texte aille contre le bloc de l'image. Donc voilà, ça commence à devenir un peu professionnel comme mise en page. On repositionne où on veut, on redimensionne comme on veut. Alors si vous voulez évidemment redimensionner à la fois le bloc et son contenu, que ça reste l'un par rapport à l'autre comme ça, c'est pas la flèche noire qu'il faut utiliser. C'est l'outil de transformation manuelle. Alt majuscule. Voilà, les deux se redimensionnent, le bloc et son contenu. Avec l'outil de transformation manuelle. Vous vous souvenez pour le texte tout à l'heure, je vous avais montré que quand on redimensionne un bloc, si on veut que le texte se redimensionne, c'est ça qu'il faut utiliser. Et bien ici, quand je redimensionne un bloc image, si je veux que l'image se redimensionne, c'est ça que je dois utiliser, l'outil de transformation manuelle. Bon, évidemment, par rapport au sujet, le loup des Ardennes, ça n'a plus grand... Ah, oui, c'est pas grave. Hein. Oui, il a un peu changé, oui, il est exotique. Alors on a de l'habillage donc sur cette image et ce sera plus esthétique si le texte colle de chaque côté de la colonne. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle du texte en drapeau, mais on va faire du texte justifié. C'est-à-dire que les dernières lignes là vont aller coller sur le bord de la colonne. Bon ben recommencer l'opération curseur texte dans le texte. Attendez, on ne sait pas le faire parce que le calque est verrouillé. Donc on va inverser là. Le calque habillage devient verrouillé, le calque image et texte ne l'est plus. Vous mettez le curseur texte dedans, vous faites un commande A et vous allez dans la palette paragraphe. Menu texte paragraphe. Vous allez enclencher l'icône ici qui, comme comme on le voit, son dessin indique que les lignes seront collées sur le bord de la colonne. Voilà, c'est ce qu'on appelle là le texte justifié. Voilà. Donc il est possible que ce soit un peu mieux. Je vais retravailler sur l'habillage. Peut-être que voilà, la marge supérieure et inférieure sont un peu de trop. Dans ce cas-là, dans la palette habillage, mais ça devient un peu du réglage au cas par cas. Vous pouvez casser la chaîne de la marge d'habillage pour faire une marge d'habillage seulement importante sur la gauche et la droite en fait. Voilà, donc n'oubliez pas de verrouiller le calque sur lequel vous ne travaillez pas. Quand vous travaillez sur le texte, c'est l'habillage qui est verrouillé. Quand vous travaillez sur l'habillage, c'est le texte qui est verrouillé. Vous avez réussi à enclencher sans problème la justification. Le texte colle de chaque côté, pas de problème. Alors je vous donne une astuce pour que votre texte ait vraiment l'air professionnel. Dans la palette paragraphe déjà, je remarque que moi ici, dans le texte, j'ai plusieurs fois des mots qui se coupent, plusieurs lignes de suite. C'est inacceptable ça. Donc, je sélectionne tout le texte. Je vais dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à césure. Menu de la palette paragraphe césure. Et ici, j'indique que je veux qu'il n'y ait jamais deux lignes de suite qui coupent des mots. C'est limite de césure. Il faut mettre 1. Normalement, donc, ma double césure qui est là devrait disparaître avec, dans le menu de la palette paragraphe,
option de césure, la limite de césure mise sur 1. OK. Et en effet, ça fonctionne. J'ai des césures encore, mais jamais 2 de suite. Alors, on va maintenant faire un réglage qui concerne l'article, c'est-à-dire les 3 blocs là qui sont chaînés. Je vais sélectionner avec la flèche noire n'importe lequel des 3 blocs. Et alors, ce qu'on va faire ici, c'est vraiment un détail, mais la typographie, c'est une somme de détails qui, pris séparément, ont l'air un peu ridicules et pas intéressants. Mais quand on les met tous ensemble sur du texte, ça améliore. Et ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on appelle la ponctuation hors justification. C'est-à-dire que les césures, les petits tirets qui coupent les mots, également les virgules, vont sortir un peu du bloc. Et alors pour certaines personnes qui sont dans le métier, ils regardent à ça, ils vérifient que dans le texte, vous avez ça. Donc c'est important. Non seulement ça améliore l'aspect visuel un peu, mais en plus vous avez des gens qui scrutent. Donc, menu fenêtre. Menu fenêtre, texte et tableau. Et vous allez chercher article. Voilà, menu fenêtre, texte et tableau, article. Et là, vous allez enclencher une option et vous allez voir normalement que vos blocs sélectionnés vont... tous les blocs chaînés, en fait, on en a sélectionné un seul des 3, mais tous les blocs chaînés, du coup, ont les virgules et les tirets qui sortent un peu du bloc. Au niveau visuel, ça donne l'impression que ça fait plus bloc. C'est moins crénelé sur le bord. C'est pas pour le temps qu'il fallait pour le dire, mais voilà. Alors, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un étudiant qui sortait d'une école secondaire et qui m'a dit dans mon école, on m'interdisait de faire du texte justifié. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est vraiment dommage. Et je parie que c'est parce qu'on ne lui a pas expliqué les réglages de justification. On lui a dit, tu ne fais jamais du texte justifié parce que entre certains mots, ça fait des grands espaces. Et entre d'autres mots, ça peut faire des espaces plus serrés. Donc les espaces entre les mots, voilà par exemple ici, les espaces serrés entre les mots, vous voyez. Alors que sur d'autres lignes, c'est large. Mais c'est parce qu'en fait, il suffit de régler la justification. Il ne suffit pas de demander de mettre une justification. Et il ne suffit pas de demander que le texte colle de chaque côté de la colonne. Il faut aussi régler ça. En fonction de la largeur de la colonne, en fonction de la taille du caractère, en fonction du caractère utilisé, en fonction de... Oui, il faut régler ça. Ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est pas très long à expliquer. Je pense qu'en 5 minutes, c'est fait. Enregistrez quand même le document et on va vous expliquer ça. Donc voilà, je vais sélectionner tout le texte. Dans la palette paragraphe, je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle option de justification ou réglage de justification, je ne sais pas dans la version française comment ça s'appelle, je ne me souviens plus. Ou justification tout simplement, je ne sais pas. C'est quoi en fait? Ouais, justification tout simplement, voilà, ce sont les réglages de justification. Vous allez enclencher la case aperçue. Et là, vous voyez que pour arriver à faire coller le texte de chaque côté de la colonne, InDesign est autorisé actuellement à modifier uniquement l'espacement entre les mots. L'espacement entre les mots peut diminuer à 80% de l'espacement normal ou augmenter à 133% de l'espacement normal. Par contre, les espacements entre les lettres, il est autorisé à pas du tout travailler sur l'espacement entre les lettres. Mais on va l'autoriser à le faire. Ici, vous allez indiquer à espacement entre les lettres, vous allez indiquer moins 5%, il faut mettre du négatif, moins 5 ou moins 10, voilà, moins 10 par exemple, et ici, 10. Voilà, donc moins 10 et 10. Parfois, on peut faire moins 15 et 15, bon, ça dépend.
En tout cas, ça a dû déjà donner de la souplesse au texte. Si je vais regarder ça, je réorganise un peu pour vérifier ça. Oui. On était donc à 0 et on est passé à moins 10 et 10. Si vous cochez et vous décochez la case aperçue, vous devriez remarquer sur votre écran que le texte a moins de trous entre les mots, parce qu'on autorise InDesign à faire varier l'espace entre les lettres. Donc pour faire coller les lignes de texte de chaque côté, il a plus de souplesse. Vous avez aussi la possibilité de faire varier la largeur des caractères. Parfois on dit qu'il ne faut pas le faire, donc c'est à vous de voir. Par exemple, si je mets 90, 110, il y a 3 paramètres sur lesquels travailler. Espacement entre les mots, entre les lettres et largeur des lettres. Voilà. Et on obtient un gris typographique, c'est-à-dire que vu de loin, le texte fait plus surface grise unie, avec moins de lézardes, vous voyez, ces lignes qu'on a l'impression de voir entre les mots. Donc voilà, il suffit de ça. C'est quelque chose qui est très vieux, ce réglage, et qui est rendu possible grâce à l'informatique, bien sûr. Hein. Avant l'informatique, pour faire ça, c'était sur du long texte comme ça, c'était difficile. On avait un crénage qui est régulier, mais ici, ça marche. Alors, il y a autre chose qui peut aider. On va aller vérifier si dans la palette caractères, on est bien en optique. Eh bien, ce n'est pas le cas. Dans la palette caractères, vous pouvez passer de métrique à optique. Là aussi, ça va améliorer les choses. Voilà. Donc, à ce moment-là, InDesign regarde chaque mot et modifie les espacements entre les lettres de manière à ce que le mot fasse bloc, qu'il n'y ait pas vraiment de trou. Quand vous êtes en métrique, c'est donc dans la palette caractères, menu texte caractères. Voilà. Voilà plein d'astuces pour améliorer l'aspect du texte. Dernière chose, on va jouer sur l'approche de groupe, c'est-à-dire dans la palette caractères, vous allez regarder ce qui se passe quand vous augmentez un peu l'espacement entre les lettres. Par exemple ici, voilà, l'espacement entre les lettres est augmenté et ça peut donner bien à un certain moment, il faut vraiment observer. Alors pour vraiment vérifier que c'est bon, il faut sortir ça sur une imprimante laser noir et blanc et lire le texte sur le papier. C'est vraiment là que vous allez vérifier que le texte ne vibre pas, qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de la vibration, parce que visuellement, voilà, les caractères ont une taille qui fait que par rapport à la résolution, la rétine, ça vibre. C'est vrai, l'écran n'est pas fiable, il a tendance à lisser l'écran. Donc si vous voulez vraiment vérifier que c'est bon, il faut sortir ça sur du papier laser noir et blanc et lire sur le papier. Donc ça veut dire qu'il faut normalement faire plusieurs tests de taille de caractère, d'approche, etc. et sortir ça sur le papier et choisir la bonne. Alors, c'est pas du InDesign avancé, donc je vous explique pas comment faire en sorte que d'une colonne à l'autre, les lignes soient parfaitement l'une en face de l'autre. Vous voyez que pour l'instant, elles sont pas à la même hauteur. Hein. Mais techniquement, c'est possible de le faire sans problème dans InDesign. Ça demande un peu de manipulation, mais voilà. Les premières lignes des colonnes, c'est bon, mais après, à cause des espacements entre les paragraphes, ça se décale. Mais voilà, tout est possible dans InDesign. Alors, tu avais une question ici, la différence entre métrique et optique, tu ne vois pas trop, mais c'est parce qu'on a fait ça sur du texte petit. Donc ici, je vais voir un peu ce titre qui est plus long. Est-ce que le texte est en optique? Oui, il est en optique, ça se voit. Enfin, je le vois dans la palette ici, optique.
Alors je vais un peu essayer de le mettre en métrique. Voilà. Ok, là en métrique, il y a des erreurs d'approche. Par exemple ici, entre le N et le E, je sens qu'il y a trop d'espace. Entre le D et le E peut-être aussi. Donc c'est comme s'il y avait des trous dans le mot, quoi. Alors que quand on passe en optique, c'est InDesign qui règle ça. On peut le faire aussi manuellement, régler les approches, mais... Donc vraiment pour les titres, c'est super important, et tant qu'à faire, mettez-le sur tout le texte. C'est un boulot que les graphistes font depuis longtemps, régler l'approche. Manuellement, en mettant le curseur texte entre deux lettres, et en jouant dans la palette caractères sur l'approche ici. Voilà, ici, vu que j'ai déjà enclenché l'approche optique, InDesign a choisi lui-même une valeur, ici moins 21. C'est entre parenthèses pour indiquer que c'est InDesign qui l'a choisi. C'est pour ça. Chaque fois que vous voyez quelque chose entre parenthèses, c'est pas vous qui l'avez mis, c'est InDesign qui l'a calculé. Mais je peux aller manipuler ça et voilà, modifier ça, vous voyez. L'espacement entre les lettres, je peux moi-même aller modifier. Alors un truc qui va vous amuser à propos de ça, c'est un petit utilitaire sur le web. Donc allez sur le web et vous tapez dans Google, vous tapez Kerning Game. Kerning, c'est l'approche de caractères, entre deux paires de caractères. Kerning Game. Et le premier que vous trouvez, c'est un petit jeu interactif qui vous apprend à vous-même faire l'approche des caractères. Donc vous avez la possibilité de bouger manuellement la lettre à la souris ou alors avec les flèches au clavier. Et pour que ça aille plus vite avec les flèches au clavier, si vous enfoncez majuscule, ça bouge plus vite. Voilà, donc ça c'est l'explication. Maintenant, il y a quelques petits exercices. C'est un petit jeu où vous devez placer les lettres intermédiaires de manière à ce que le mot fasse bloc. Vous avez le petit bouton Compare pour comparer votre score avec la situation idéale. Ça, c'était facile. Il y a le suivant. Et puis après, ça va se corser avec plus de lettres. Voilà. Donc, c'est Kerning Game. Voilà, donc ça vous apprend vraiment à faire l'approche. C'est un truc qui est fait par les graphistes, par les lettreurs de vitrines, depuis bien longtemps avant l'ordinateur, sur des titres. Maintenant, avec l'ordinateur, on sait le faire sur tout un texte. C'est l'ordinateur qui calcule. Ce n'est évidemment pas pensable que quelqu'un va faire tout le travail manuellement sur un long texte comme ça. Bon, il y a plein de problèmes dans ce texte, au fait. Il y a les notes de bas de page de InDesign qui sont toujours indiquées par des petits chiffres, là. Ouais, je supprime le 1. Il y a les 2 points qui commencent des lignes, c'est intolérable. Je vais régler ça en supprimant l'espace qui est là après le mot culture, un espace normal. Je le supprime. Et je vais le remplacer par clic droit, insérer un espace, insécable. Et à ce moment-là, on est certain qu'on n'aura jamais les 2 points en début de ligne. Ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous aurez ça dans la vidéo. Vous essayerez si vous voulez. On peut le faire sur tout le document. Édition rechercher remplacer dans le document. Je recherche quoi? Je recherche un espace suivi de 2 points que je remplace par un espace insécable. 2 points. Voilà. D'accord? Donc on a ici dans le gizmo espace insécable 2 points. Donc je remplace espace 2 points par espace insécable 2 points. Dans le document, tout remplacé. Il en a trouvé 2 dans tout le document.
Donc, je n'aurai jamais plus les deux points qui commencent une ligne. Voilà, c'est des astuces pour que le texte soit valable sans devoir trop chipoter par soi-même. Alors, InDesign, c'est vaste, hein. Alors, si on veut comparer InDesign à d'autres logiciels, moi je connais les 3 logiciels phares de Adobe, je les connais très bien, donc Photoshop, Illustrator, InDesign. Je suis assez spécialisé dans ces 3 brôles-là. Et je peux vous dire que franchement, InDesign, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est quand même beaucoup plus complexe que Photoshop. À peu près 6 fois plus complexe que Photoshop. Alors vous ne vous en rendez pas compte, mais ce qui rend complexe InDesign, c'est le fait qu'il faut connaître la technique. Il y a aussi les habitudes de mise en page, il faut se conformer aux habitudes. Les lecteurs ont certaines habitudes, suivant le type de lecteur, le type de sujet, on fait des mises en page de telle ou telle manière. Il y a la typographie, il y a des règles. Mais enfin, ceci dit, il y a des logiciels comme par exemple Prolexis ou Antidote qui peuvent vous aider à régler les problèmes typographiques automatiquement aussi. Ça s'ajoute à InDesign, c'est ce qu'on appelle des plugins. Et le fait aussi que InDesign, ça ne sert pas qu'à faire des documents imprimés, ça sert aussi à faire des documents interactifs, des PDF interactifs, des applications pour tablette, pour smartphone, du HTML, CSS, c'est quand même très vaste. Dans InDesign, il y a l'automatisation. Si je veux faire des cartes de membres, je peux lier InDesign à un fichier Excel et il va me faire ça tout seul au départ d'un modèle que je fais. Enfin, c'est quand même vaste, hein, tout ce qu'on peut faire avec InDesign. Puis il y a le scripting de InDesign, l'automatisation, c'est encore autre chose. Automatiser InDesign pour certaines fonctions, bien qu'il y ait des plugins, notamment un plugin qui s'appelle Catalogue, qui permet d'automatiser. Ce qui est compliqué aussi, c'est tous ces plugins qu'on peut ajouter, qui sont gratuits ou payants. Vous en avez plein de gratuits, vous en avez des payants qui coûtent plusieurs milliers d'euros, qu'on ajoute en fonction de ce dont on a besoin. Donc InDesign, méfiez-vous, ceux qui pensaient que c'était plus facile que Photoshop, non, c'est 6 fois plus difficile que Photoshop, si on veut le connaître bien, au niveau professionnel. Illustrator, 2 fois plus complexe que Photoshop, et ça étonne souvent parce que beaucoup pensent que Illustrator est un petit logiciel facile, mais pas du tout. C'est très vaste aussi, Illustrator, et en plus ça demande des ressources informatiques assez puissantes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pourquoi est-ce qu'on croit qu'Illustrator est plus simple que Photoshop? C'est parce qu'on compare l'Illustrator des années 80, début des années 90, au Photoshop des années 80, début des années 90, mais ça a évolué. Il a grossi, il s'est complexifié. Il a phagocyté des logiciels qui n'existent plus, c'est-à-dire qu'il y a des logiciels comme Streamline ou Dimension qui ont été intégrés à Illustrator. Donc là aussi, voilà, c'est un peu la réalité des choses, mais on peut utiliser de manière assez simple. Je pense que la technique que je vous donne ici avec la grille vous permet de faire des documents relativement valables et qui ont quand même de la gueule. Donc c'est un espèce de raccourci vers des documents qui ont un peu plus de gueule.